voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Laser et en présence de Jean-François Carpentier qui est professeur à l'université de Rennes et en présence évidemment de notre animateur principal, monsieur Félix Boulet. J'ai le droit du monsieur. Alors l'instant est grave. Oui, l'instant est grave. C'est l'occasion pour nous d'avoir un échange bref, bien entendu, mais concernant la situation qui est en train de se dérouler aux États-Unis et qui affecte le monde de la science dans son ensemble. Une situation dans laquelle à laquelle la communauté française a commencé à réagir avec un certain nombre de manifestations et qui malheureusement va toucher des collègues de toutes les disciplines aux États-Unis et parmi ces collègues, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, des amis et des gens que nous connaissons pour travailler avec eux depuis longtemps. Alors, cette situation, elle remet en cause, finalement, beaucoup de choses, et pas seulement la science. Elle remet en cause la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de choix dans ces thèmes de recherche, et elle va évidemment affecter non seulement les États-Unis, mais le monde entier, parce que le monde entier essaie en science de construire des nouvelles connaissances pour demain qui vont avoir des implications pour toutes et tous. Alors Jean-François, l'université de Rennes évidemment est parmi celles qui réagissent à cette situation nouvelle. Et je suppose que les chimistes comme toi en font évidemment partie parce qu'il y a des actions internationales qui sont directement impactées par ce qui est en train de se passer. Oui, bonjour à tous. Oui, alors l'impact potentiel, il est triple. Comme tu le disais, on a déjà nos collaborateurs et amis américains qui sont empêchés dans l'exercice de leur profession. Des budgets ont été gelés, des personnels ont été licenciés, sine-die du jour au lendemain. Donc, il y a des programmes de recherche qui vont au mieux être ralentis, certains vont être complètement arrêtés. Le deuxième impact, c'est que il va toucher les États-Unis, mais il va impacter non seulement la communauté scientifique internationale, mais il aura probablement un impact sur tout le monde, sur la vie de tout le monde. C'est que, avec les entraves que l'administration américaine actuelle est en train de mettre en place, il y a une génération de chercheurs qui va arrêter. Les jeunes chercheurs qui préparaient leur thèse, des doctorants, les jeunes chercheurs qui étaient en consolidation de leur expérience professionnelle, qu'on appelle des post-doctorants, ont vu leur contrat de travail arrêté. Donc, ces doctorants n'iront pas jusqu'au bout de leur thèse, ces post-doctorants vont se trouver inemployés pendant un moment. Et ces chercheurs-là, ce ne sont pas que des chercheurs qui exercent actuellement aux États-Unis. Ce sont les futurs chercheurs qui ont vocation à venir alimenter les laboratoires, non seulement académiques, mais également les équipes de recherche et de développement industriel de la planète entière. On est en train de bloquer toute une génération. Le troisième impact, c'est celui que tu as évoqué. C'est une entrave manifeste à ce qu'on appelle la liberté académique, c'est-à-dire à la possibilité aux chercheurs de diriger leurs recherches vers les thématiques qu'ils jugent les plus pertinentes. Il ne s'agit pas de dire que les chercheurs font n'importe quoi, mais les chercheurs orientent leurs recherches vers des thématiques impactantes, et notamment ce qui est dans le collimateur de l'administration américaine, c'est tout ce qui tourne autour de l'immunologie, de la virologie. On risque d'avoir des retards qui seront pris dans le développement sur des programmes de santé qui sont importants. Et il y en a un effet qui est connexe, qui est peut-être encore pire, c'est d'avoir l'administration d'un gouvernement
d'un des pays les plus importants, si ce n'est le plus important au monde, de dire toute la défiance qu'il porte envers la science. Et donc de ne pas croire à ce que les scientifiques apportent comme constat objectivé, notamment sur des crises que plus personne n'ose remettre en cause, à part des obscurantistes, qui est le dérèglement climatique, et d'alimenter la défiance envers les scientifiques, ça ne peut qu'encourager leurs équivalents dans nos pays. Toutes les dérives. Ça, c'est particulièrement inquiétant. Oui, alors là, je ne sais pas trop quelles sont les actions qui sont envisagées par nos institutions. On a parlé tout à l'heure ensemble en aparté de l'initiative de Marseille, de l'université de Aix-Marseille. Il y en a peut-être d'autres, mais celle-là est intéressante. Alors, effectivement, celle-ci est extrêmement concrète et elle est opérationnelle dès aujourd'hui, si j'ai bien compris. L'université d'Aix-Marseille a mobilisé 15 millions d'euros de sa fondation pour pouvoir accueillir des chercheurs américains, des jeunes, mais des chercheurs plus seniors, qui sont actuellement empêchés. Donc, évidemment, avec 15 millions, c'est certainement pas ça qui va permettre de compenser les milliards qui sont actuellement gelés ou qui vont être déprogrammés aux États-Unis. Mais ça peut permettre temporairement d'accueillir certaines équipes et d'éviter qu'elles ne disparaissent. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que construire une équipe de recherche performante en y assemblant tous les talents, ça prend des années. Et ce que vous pouvez démanteler en quelques mois, ça peut prendre une génération à reconstruire. Et donc l'idée, c'est de ne pas perdre ses compétences et de maintenir ses équipes, voilà, de faire le gros dos pendant peut-être les 3-4 années de cette administration, en espérant qu'on tournera la page et qu'on sera capable de rebondir. Donc il y a une initiative plus générale, mais elle n'est pas encore aussi concrète que celle d'Aix-Marseille Université, qui est en France de regarder si on peut davantage alimenter un programme qui s'appelle le programme PAUSE, un PAUSE, qui est un programme d'accueil des universitaires en danger, qui a servi notamment à accueillir, je pense notamment des universitaires, des chercheurs ukrainiens lors de l'invasion. Tu m'as parlé aussi de chercheurs à Gaza. Exactement, oui, on a recueilli des Palestiniens. On avait aussi accueilli des chercheurs syriens, mais globalement, en fait, tous les académiques qui étaient mis en péril de par les conflits ou l'oppression dont ils pouvaient faire l'objet dans leur pays, c'est un peu l'équivalent d'un statut de réfugié. C'est quand même assez incroyable qu'on est en train de se dire qu'on est en train de mettre en place un programme pour accueillir des réfugiés qui viennent des États-Unis. Oui. Mais c'est le cas. Donc c'est pas un appel qu'on lance aujourd'hui, c'est simplement de dire que c'est quand même inimaginable qu'un pays démocratique comme les États-Unis puisse arriver à des situations de ce genre, alors que la science américaine est quand même une grande science. C'est la meilleure science au monde. Il y a plein d'indicateurs, mais il faut juste savoir, un quart des publications scientifiques qui sont produites dans le monde émanent des États-Unis. Donc espérons que les choses vont s'améliorer dans les semaines et les mois qui viennent, mais en tout cas, je crois que la communauté scientifique est mobilisée pour protester contre ce qui se passe là-bas. Oui, tout à fait, oui. Merci Jean-François. Bien, merci à vous deux.